Le vent hurlait au-dessus de la désolation antarctique, comme les voix des âmes damnées, et je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose nous observait depuis les profondeurs de la glace ancestrale du mont Terror. J'ai baissé mes lunettes thermiques, dont les verres s'étaient instantanément embués dans le froid de moins 40 degrés, et j'ai vérifié une nouvelle fois les coordonnées GPS. Nous étions proches, plus proches que quiconque ne l'avait jamais été de ce qui, d'après les images satellites, était la découverte archéologique du siècle. « Base, ici l'équipe Alpha », dis-je dans la radio, mon souffle se cristallisant dans l'air glacial. Nous approchons de l'entrée de la grotte, confirmation visuelle de l'anomalie dans 30 minutes. La voix qui perçait à travers les interférences était celle de Tucker, mon entrepreneur militaire, et la seule personne à qui je confiais la vie de mon équipe dans cet endroit perdu. Bien reçu, Doc. N'oubliez pas que nous avons peu de temps. Les entreprises veulent avoir des résultats, pas des excuses. Je grimaçais sous mon masque. Meridian Biblical Research n'était pas une entreprise comme les autres. C'était une organisation mystérieuse qui, pendant plus de 3 décennies, avait secrètement financé des expéditions visant à prouver l'exactitude historique des Écritures. Lorsque leur satellite a découvert une immense structure en bois, enfouie sous 2 miles de glace, ils se sont mobilisés à une vitesse que je n'avais jamais vue auparavant. Trop rapide, à mon avis. Le père Dalton avait du mal à me suivre. Son visage buriné rougissait sous l'effet de la tension, malgré le froid glacial. Le conseiller théologique de la société avait insisté pour participer à cette expédition, affirmant que la providence divine nous avait conduits à ce moment précis. J'avais des doutes quant à la providence divine, mais je ne pouvais pas contester la détermination de cet homme. Lambert, m'appela Foster, notre linguiste, en courant vers moi. Il y a une formation de glace devant nous. Elle n'est pas naturelle. Regarde les motifs. Je suivis son regard et mon sang se glaça dans mes veines. Le mur de glace qui s'élevait devant nous était couvert de symboles, d'anciens signes complexes qui semblaient se tordre et changer dans la pâle lumière antarctique. Ce n'était ni de l'araméen, ni de l'araméen, ni aucune des langues que j'avais rencontrées au cours de mes 20 années d'archéologie biblique. Ils n'appartiennent à aucune civilisation connue, murmura Foster, sa voix à peine audible dans le hurlement du vent. Ils précèdent tout ce que nous connaissons des systèmes d'écriture humaine. L'entrée de la grotte s'ouvrait devant nous comme une bouche figée dans un cri silencieux. À mesure que nous nous approchions, mon équipement commença à enregistrer des anomalies électromagnétiques qui me donnèrent la chair de poule. Il était impossible de mesurer la température. D'une manière ou d'une autre, il faisait encore plus froid à l'intérieur de la grotte qu'à l'extérieur. Cela allait à l'encontre de toutes les lois de la thermodynamique que je connaissais. « Tucker », ai-je appelé dans la radio. « Nous entrons. Si vous n'avez pas de nouvelles de nous dans les 4 heures... » « Tout ira bien, Doc, » répondit Tucker à travers les interférences. « Rappelez-vous simplement pourquoi nous sommes ici. Trouvez l'arche, documentez tout et sortez de là. C'est simple. » Mais dès que j'eus franchi le seuil de la grotte, je compris que rien ne serait simple. Le faisceau de ma lampe éclairait un tunnel qui s'enfonçait incroyablement profondément dans la montagne, dont les parois étaient couvertes des mêmes symboles sinueux. L'air lui-même semblait chargé de malveillance, et tous les instincts, acquis au cours de 2 décennies de travail sur le terrain, me criaient de faire demi-tour et de m'enfuir. Le tunnel nous conduisit dans une immense salle qui défiait l'imagination. Le plafond se perdait dans l'obscurité au-dessus de nous, mais nos lampes éclairèrent une caverne qui aurait facilement pu contenir une cathédrale. Et là, s'élevant du sol glacé, tel un monument à un cauchemar oublié, se dressait une structure que l'on ne pouvait décrire que comme une arche, mais pas celle du navire bienveillant des histoires du catéchisme. C'était quelque chose de complètement différent, quelque chose qui n'allait pas. La coque en bois s'étendait sur près de 300 pieds d'eau de long
et s'élevait à au moins 60 pieds d'homme de haut. Sa surface était noircie par le temps et brillait d'un éclat huileux qui semblait repousser les rayons de nos lanternes. Le bois lui-même ne ressemblait à rien de ce que j'avais jamais vu. Chaque planche était massive, d'au moins 3 pieds de large et parfaitement ajustée. Sans aucun espace entre elles, les fibres du bois formaient des motifs impossibles qui faisaient mal aux yeux, créant des illusions d'optique qui donnaient l'impression que toute la structure était vivante et respirait. Chaque centimètre carré du corps était recouvert de symboles incompréhensibles. Ils n'étaient pas gravés. Ils étaient brûlés profondément dans le bois, créant des canaux d'où suintait une substance noire qui s'était solidifiée en forme cristalline. Les symboles semblaient bouger lorsque vous ne les regardiez pas directement, se tordant et changeant de forme dans votre vision périphérique. Certains représentaient des figures enchaînées, d'autres des scènes de jugement et de torture, et d'autres encore contenaient des motifs géométriques qui, rien qu'à les regarder, me donnaient des maux de tête. De lourdes chaînes de fer pendaient des fixations sur les côtés du navire. Pas le genre de chaînes utilisées pour amarrer un bateau, mais de lourds et grossiers fers qui auraient pu servir à enchaîner quelque chose qu'il fallait absolument empêcher de s'échapper. Chaque maillon était de la taille de mon poing, forgé dans un métal si sombre qu'il semblait absorber la lumière. Les chaînes n'étaient pas simplement suspendues, elles étaient disposées selon des motifs complexes, formant un réseau de chaînes qui entourait toute la structure, comme une sorte de système de contention. Ce que j'avais d'abord pris pour des fenêtres s'avéra en fait être des ouvertures grillagées, des centaines d'entre elles, disposées en rangées régulières sur toute la surface du bâtiment. Chaque ouverture était à peine assez grande pour laisser passer une tête humaine et était bloquée par des barreaux de fer tordus et pliés de l'intérieur, comme si ce qui était enfermé à l'intérieur essayait désespérément de s'échapper. Entre les barreaux, je ne voyais que l'obscurité, mais l'air qui s'en échappait transportait une odeur de décomposition et de désespoir qui me retournait l'estomac. La proue du navire était sculptée en forme d'énormes têtes, non pas humaines, mais quelque chose de bien plus ancien et terrifiant. Ses yeux étaient donnés des creux profonds dans le bois, remplis de la même substance noire et suintante. La bouche était ouverte dans un cri éternel, dévoilant des rangées de dents sculptées qui brillaient d'un éclat humide à la lumière de nos lanternes. Le plus inquiétant était que l'expression du visage de la figure semblait changer selon l'angle sous lequel on la regardait. Tantôt elle criait, tantôt elle souriait avec une joie malveillante. À l'arrière, j'aperçus ce qui semblait être un système d'ancrage massif, mais au lieu des ancres traditionnelles, d'énormes pointes étaient enfoncées à travers la coque et profondément dans le sol de la grotte. Les pointes étaient recouvertes des mêmes symboles que la coque, et chacune d'elles était reliée à des chaînes plus petites, formant une toile d'araignée qui semblait destinée non pas à ancrer le navire, mais à le maintenir en place, à l'empêcher de bouger. Toute la structure se trouvait dans une cavité creusée dans le sol de la grotte, avec une précision chirurgicale. La cavité était remplie de sel, pas de glace, mais de vrai sel, qui avait été transporté d'une manière ou d'une autre dans ce désert glacé et répandu autour de la base du navire. Le sel formait des motifs géométriques qui faisaient mal aux yeux, créant ce que l'on pouvait seulement décrire comme un cercle de confinement à grande échelle. « Saint Dieu !» soupira le père Dalton en se signant. « Ce n'est pas l'arche de Noé, c'est quelque chose de complètement différent. » Foster était déjà en train de photographier les symboles, le flash de son appareil éclairant des détails qui me retournèrent l'estomac. Les sculptures représentaient des scènes de torture et d'emprisonnement, des figures aux dos très inhumains enchaînés et des symboles qui semblaient le tordre
et changer même sur des photos statiques. Les techniques de construction, murmurai-je en passant ma main sur la coque. Cela dépasse de plusieurs milliers d'années les connaissances actuelles en matière de construction navale. Les joints, la conservation. C'est impossible. En explorant l'extérieur de la structure, nous avons découvert une entrée scellée par une massive porte en pierre. La porte était couverte de symboles différents des autres. Ces symboles émettaient une faible lumière douloureuse qui perturbait notre équipement et provoquait une terreur surnaturelle dans nos esprits. « Il y a quelque chose derrière cette porte », a déclaré Foster, la voix tremblante d'un mélange de peur et d'excitation scientifique. Quelque chose qui aurait dû rester scellé. J'ai posé ma main sur la pierre et l'ai immédiatement retirée. La surface était glacée, mais en dessous, j'aurais pu jurer avoir senti quelque chose bouger, quelque chose qui attendait dans l'obscurité depuis des millénaires. « Nous devons l'ouvrir », dis-je, surpris par mes propres mots. « Nous devons voir ce qu'il y a à l'intérieur. » Le père Dalton m'a attrapé par le bras. « Patrick, non. Certaines portes doivent de rester fermées. Cet endroit... » Il a montré les chaînes, la structure semblable à une prison, les symboles qui semblaient se tordre dans l'ombre. Ce n'est pas pour sauver quelqu'un que cela a été construit. Il a été construit pour retenir quelque chose. Mais j'avais déjà étudié le mécanisme de la porte, ma formation d'archéologue l'emportant sur mon instinct de survie. La serrure était complexe, nécessitant l'activation séquentielle de certains points de pression. Pendant que je travaillais, j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Un son semblable à une respiration provenait de derrière la porte de pierre. Quelque chose nous attendait dans l'obscurité. Quelque chose qui avait été emprisonné pendant des milliers d'années, enchaîné par des symboles et les prières désespérées de personnes qui connaissaient de la véritable horreur. Et moi, le docteur Patrick Lambert, malgré tous les signes avant-coureurs qui me poussaient à fuir, j'étais sur le point de le libérer. Contre tous les instincts qui hurlaient dans ma tête, je me mis à travailler sur le seau. Le mécanisme ne ressemblait à rien de ce que j'avais pu voir au cours de mes décennies de travail archéologique. Il s'agissait d'un système complexe de cylindres de pierre qu'il fallait faire tourner dans un ordre précis. Chaque cylindre était recouvert des mêmes symboles sinueux et, lorsque je les touchais, ils semblaient chauds malgré la température négative qui régnait dans la grotte. Foster se tenait à côté de moi, sa caméra documentant chaque mouvement, tandis que le père Dalton marchait derrière nous en marmonnant des prières en latin qui résonnaient étrangement dans l'immense salle. L'inquiétude du prêtre était contagieuse, mais ma curiosité scientifique l'emportait largement. Cette découverte allait bouleverser tout ce que nous savions des civilisations anciennes, du récit biblique du déluge, de l'histoire même de l'humanité. Une séquence astronomique, remarqua Foster en examinant les symboles à travers l'objectif de son appareil photo. Ces signes correspondent à la position des étoiles, mais je ne reconnais aucune constellation. C'est comme s'il cartographiait des étoiles qui n'existent pas dans notre ciel. J'essuyais la sueur de mon front, malgré le froid glacial. Chaque cylindre que je tournais envoyait des vibrations à travers la porte en pierre, et je sentais quelque chose répondre de l'autre côté. Une présence qui avait peut-être attendu des millénaires que quelqu'un complète cette séquence. Le 4e cylindre s'enclencha dans un bruit semblable à celui d'os qui se brise. Le père Dalton cessa de marcher. « Patrick, je t'en supplie, change d'avis. Cet endroit, ces symboles, ces chaînes, l'architecture même de ce navire, tout cela est destiné à contenir quelque chose que nous sommes sur le point de détruire. L'œuvre de personnes qui comprenaient des horreurs que nous ne pouvons même pas imaginer. » Mais j'avais déjà tourné le 5e cylindre. La chaleur se propageait maintenant dans mes mains et j'entendais ce qui pouvait être une respiration provenant de l'autre côté de la porte.
Ou peut-être était-ce ma propre respiration haletante qui résonnait en écho. Mes mains bougeaient, presque toutes seules, ma mémoire musculaire me guidant à travers une séquence que je n'avais jamais apprise. Le dernier cylindre tourna dans un grincement qui semblait provenir de la terre elle-même. Pendant un instant, rien ne se passa. Nous sommes de rester debout dans le silence, notre souffle visible dans l'air glacial, dans l'attente. Puis la porte de pierre a commencé à bouger, non pas en s'ouvrant vers l'extérieur comme je m'y attendais, mais en s'enfonçant dans le sol avec la lenteur inéluctable d'une lame de guillotine. Ce qui apparut dans l'ouverture n'était pas de l'air, c'était l'obscurité. Pas une simple absence de lumière, mais quelque chose de tangible, quelque chose qui avait du poids et une présence. Et le brouillard noir qui jaillit de l'ouverture se déplaçait à contre-courant des flux d'air naturel dans la grotte, s'étalant vers le haut et vers l'extérieur, comme de l'huile dans l'eau. Là où il touchait notre équipement, les écrans numériques clignotaient et s'éteignaient. Là où il touchait les formations de glace sur les parois, celles-ci commençaient à se fissurer et à suinter la même substance noire que nous avions vue sur le coffre de l'arche. La température baissa encore davantage. Ma respiration a commencé à geler et à tomber sur le sol sous forme de cristaux, et j'ai senti de la glace se former sur mes cils malgré ma tenue thermique. Mais ce n'était pas un froid naturel, c'était quelque chose de complètement différent, qui semblait pénétrer jusqu'aux os et vous geler de l'intérieur. « Reculez !» ai-je crié, mais ma voix n'était qu'un murmure, à peine audible. Le brouillard n'affectait pas seulement notre équipement, il nous affectait nous aussi. Les mains de Foster tremblaient tellement qu'il pouvait à peine tenir la caméra. Et le père Dalton était tombé à genoux, les lèvres remuant dans une prière silencieuse. À travers l'ouverture où se trouvait la porte, je pouvais voir la chambre qui défiait les lois de la physique. L'espace à l'intérieur était incroyablement vaste, s'étendant bien au-delà de ce que permettaient les dimensions extérieures de l'arche. Et partout, recouvrant chaque surface, il y avait des chaînes. Pas les lourdes chaînes de fer que nous avions vues à l'extérieur, mais des milliers et des milliers de chaînes plus petites, dont chaque maillon était couvert de symboles qui pulsaient de la même lumière douloureuse. Elles pendaient du plafond, s'élevaient du sol et traversaient l'espace en formant des motifs complexes qui me faisaient pleurer. Et au centre de tout cela, suspendu dans une toile de chaîne si dense qu'il était presque impossible de voir quoi que ce soit à travers, se trouvait une silhouette. Au début, j'ai pensé que c'était un être humain. Les contours généraux étaient corrects. 2 bras, 2 jambes, un torse, une tête. Mais à mesure que la brume noire continuait à s'échapper de la chambre et que mes yeux s'habituaient à l'obscurité artificielle qui y régnait, je commençais à distinguer des détails qui indiquèrent que cette créature était loin d'être humaine. La silhouette était grande, d'au moins 2 mètres, et parfaitement conservée, malgré ce qui devait être des millénaires d'emprisonnement. Sa peau était pâle à en être transparente, tendue sur un squelette trop fin, trop anguleux pour être naturel, mais c'est la tête qui a fait basculer mon esprit. Sur les côtés, jaillissant des tempes de la créature, se trouvaient des cornes. Pas de petites cornes décoratives comme celles que l'on voit sur les représentations médiévales des démons, mais d'énormes excroissances spiralées qui se courbaient au-dessus du crâne, comme une couronne d'os. Elles étaient couvertes des mêmes symboles que tout le reste dans cet endroit maudit et semblaient pulser de leur propre lumière interne. Les yeux de la créature étaient fermés, mais même dans son sommeil, ou dans la mort, ou dans tout autre état dans lequel elle se trouvait, je pouvais voir leur forme sous ses paupières. Trop grands, trop anguleux, comme s'ils avaient été créés pour voir des choses que les yeux humains ne devaient jamais percevoir. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, dévoilant des dents trop pointues, trop nombreuses,
disposées en plusieurs rangées, comme celles d'un requin. Et il respirait. Cette prise de conscience me frappa comme un coup physique. Cette créature, cette chose qui avait été enchaînée et emprisonnée pendant des milliers d'années, était toujours vivante. À chaque respiration, les chaînes qui l'entravaient grinçaient et gémissaient, et encore plus de brouillard noir s'échappait de ses poumons. « Nous devons partir », murmura Foster, sa voix à peine audible malgré le cliquetis de nos dents. « Nous devons partir immédiatement. » Mais pendant qu'il parlait, je vis les paupières de la créature trembler. Le père Dalton pleurait ouvertement, ses larmes gelant sur ses joues avant de tomber. « 70 fois 7 sauts, murmura-t-il. 70 fois 7 serrures, et nous les avons toutes ouvertes. » Les yeux de la créature s'ouvrirent. Ils étaient noirs, pas simplement sombres, mais d'un noir si absolu qu'il semblait absorber la lumière de l'espace environnant. Lorsque son regard se posa sur moi, je sentis quelque chose de fondamental changer dans ma perception de la réalité. Ce n'était pas simplement une autre espèce, une autre branche de l'évolution qui avait survécu d'une manière ou d'une autre dans ce désert glacé. C'était quelque chose qui existait en dehors de l'ordre naturel, quelque chose qui avait précédé la civilisation humaine depuis des éons. Et cela me regardait droit dans les yeux. La bouche de la créature s'ouvrit davantage, dévoilant encore plus de ses dents acérées, et elle se mit à parler, mais pas dans une langue que je reconnaissais. D'une manière ou d'une autre, je compris chaque mot. La voix passa outre mes oreilles, s'adressant directement à mon cerveau avec des concepts et des images qui me donnaient envie de m'agripper le crâne à pleine main. « Si longtemps, » dit-il sans prononcer un mot, « si longtemps dans les ténèbres. Mais maintenant, les sceaux sont brisés et un serviteur fidèle a ouvert la voie. » J'ai essayé de reculer, mais mes jambes ne m'obéissaient mal pas. Le regard de la créature me maintenait sur place aussi fermement que si j'avais été enchaîné à ses côtés. Autour de moi, j'entendais la caméra de Foster heurter le sol et les prières de Père Dalton devenir de plus en plus désespérées. Mais tout cela semblait se passer très loin. « Tu as servi ton but, enfant d'Adam », continua la voix, remplissant mon esprit d'images de destruction cosmique et de souffrance couvrant des millénaires. Maintenant, tu vas être témoin de la destruction de tout ce qui existe. Les chaînes commencèrent à se fissurer. Pas se briser, ce serait trop cruel, trop soudain. Au lieu de cela, elles se dissolvaient, maillon après maillon, comme si le métal lui-même avait décidé de cesser d'exister. À chaque maillon qui disparaissait, la réalité semblait se déformer et se déformer, créant des ruptures dans l'espace que mes yeux ne pouvaient pas traiter correctement. Je sentis quelque chose de chaud couler sur mon visage et compris que je saignais du nez. Pas simplement du sang, mais une hémorragie. La proximité de cette créature m'affectait au niveau cellulaire, détruisant les liens mêmes qui maintenaient ma forme physique. « Patrick !» La voix de Tucker retentit dans ma radio, déformée par les interférences. « Patrick, répondez. Nous détectons d'importantes perturbations électromagnétiques là-bas. Quelle est votre situation ?» J'ai essayé d'attraper la radio, mais ma main l'a traversée comme si elle n'existait pas. Ou peut-être n'étais-je pas là. Les frontières entre moi et l'espace environnant devenaient de plus en plus floues. D'autres chaînes se sont dissoutes et la créature a commencé à bouger. Sans se lever, elle était suspendue depuis trop longtemps pour cela, mais en se déplaçant dans les chaînes restantes, comme une marionnette testant ses fils. Chaque mouvement provoquait des vagues de nausées dans mon corps et faisait gémir et craquer les formations glacées dans toute la salle. « Les fidèles seront récompensés », promit la voix dans ma tête. Et soudain, je compris avec une clarté cristalline quelle récompense elle offrait. Je vivrai jusqu'à la fin de tout. Je serai témoin de la destruction du monde, de la dissolution de la réalité elle-même, du retour de l'ordre cosmique qui existait avant la lumière, avant le temps, avant l'espoir.
La dernière chaîne s'était rompue, et à ce moment-là, j'ai compris que le père Dalton avait raison. Certaines portes doivent en rester fermées. Certaines connaissances sont trop dangereuses pour être recherchées. Certaines découvertes devraient m'en rester enfouies dans les glaces pour l'éternité. Mais il était trop tard pour prendre conscience de tout cela. La créature était libre, et c'était moi qui l'avais libérée. Au moment où les derniers liens se sont dissous, la réalité elle-même a semblé trembler sous la présence de cette créature. La caméra autour de nous a commencé à se déformer et à se tordre. Les murs de glace se sont courbés comme du caoutchouc, et l'air lui-même a pris une texture visqueuse, rendant la respiration difficile, comme si nous étions en train de nous noyer. La créature ne s'est pas tant levée que déployée à partir de l'espace qu'elle occupait. Ses mouvements étaient fluides et irréguliers, comme si elle existait dans plus de dimensions que mon esprit ne pouvait en traiter. Ses pieds, si on pouvait les appeler ainsi, touchèrent pour le sol de la cellule avec un bruit de verre brisé. Là où ils entraient en contact, la glace ne se contentait pas de se fissurer. Elle vieillissait rapidement, noircissait et se désagrégeait en poussière qui tourbillonnait autour de la silhouette de la créature comme une mini-tornade. Cet effet se propageait à chaque pas, créant des cercles de désintégration qui s'élargissaient jusqu'à se rejoindre, transformant tout le sol de la cellule en un tapis de matière ancienne et pourrissante. « Tucker !» ai-je crié dans la radio, mais l'appareil s'est désintégré en cendres dans mes mains avant que je puisse terminer ma transmission. Les interférences électromagnétiques étaient aromées si fortes que les objets métalliques cessaient tout simplement d'exister, leur liaison moléculaire ne pouvant maintenir leur intégrité en présence de quelque chose qui violait fondamentalement les lois de la physique. Foster reculait vers le tunnel d'entrée. Sa caméra, oubliée sur le sol, étincelait et fumait. Mais l'attention de la créature n'était pas tournée vers lui. Elle y était entièrement concentrée sur moi, et je sentais son regard comme un poids physique pesant sur mes épaules lorsqu'elle tournait la tête pour suivre mes mouvements. J'entendais le bruit du vent dans les arbres anciens, le murmure des pages tournées dans des livres écrits dans des langues antérieures au langage humain. Pourquoi parvins-je à articuler d'une voix rauque, à peine reconnaissable même pour moi? Pourquoi moi? Pourquoi ai-je pu briser les seaux? La bouche de la créature s'est courbée en quelque chose qui ressemblait à un sourire, dévoilant encore plus ses dents acérées. Quand elle a repris la parole, les mots semblaient me provenir de partout à la fois, des murs, du sol, de l'intérieur de mon crâne. « Parce que tu portes la marque », dit-il, et soudain, je sentis une brûlure sur mon front. Je levai la main pour toucher cet endroit et sentis quelque chose de gravé dans ma chair. Des symboles qui n'étaient pas là un instant auparavant, gravés si profondément que je pouvais sentir les rainures du bout des doigts. Ta lignée a été choisie il y a longtemps, lorsque les premiers sceaux ont été apposés. Génération après génération, nous avons attendu qu'un membre de ta lignée trouve cet endroit. La brûlure s'est propagée de mon front à mon cou, puis à ma poitrine, dessinant un réseau de symboles qui ressemblaient à des marques pressées contre ma peau. Mais avec la douleur vint la compréhension, une compréhension terrible et totale de ce qu'était cette créature, de ce qu'elle représentait et de ce que sa liberté signifierait pour le monde. Ce n'était pas un démon au sens traditionnel du terme, c'était quelque chose de beaucoup plus ancien, de beaucoup plus fondamental pour la structure même de la réalité. C'était l'entropie qui avait pris forme, le chaos incarné, l'antithèse de l'ordre et de la création. Et il n'avait pas été enfermé ici par une civilisation humaine, mais par des forces qui existaient avant même que l'humanité ne commence à rêver de Dieu et de démons. « Les observateurs », murmura le père Dalton depuis l'endroit où il était agenouillé, sa voix empreinte d'une telle terreur que ma propre peur me sembla insignifiante. « Tu es l'un des observateurs,
ceux qui ont été déchus avant le déluge, avant que les premières tables ne soient gravées. L'attention de la créature se porta sur le prêtre, et je vis les cheveux du père Dalton blanchir instantanément, son visage vieillir de plusieurs décennies en quelques secondes. « Le petit prêtre se souvient des vieilles histoires, dit-elle, et sa voix prit une intonation qui pouvait être interprétée comme de la moquerie. Oui, je suis l'un de ceux qui ont assisté à la première aube, qui ont vu la lumière se séparer des ténèbres. Et j'étais parmi ceux qui s'opposaient aux restrictions imposées à la création. Il commença à s'avancer vers nous, et chaque pas faisait s'effriter et se désagréger une plus grande partie de la chambre. L'arche elle-même gémissait désormais, son bois ancien se déformait et craquait, car la présence de la créature affectait tout ce qui l'entourait. Mais au lieu de s'effondrer, le navire semblait s'agrandir, devenir plus grand et plus complexe, comme si la liberté de la créature lui permettait de prendre sa véritable forme. Foster atteignit l'entrée du tunnel, mais lorsqu'il tenta de le traverser, il rebondit dans le vide, comme s'il avait heurté un mur invisible. Nous étions piégés, enfermés dans cette chambre avec quelque chose qui existait en dehors de l'ordre naturel des choses. Les seaux n'étaient pas de simples serrures, continua la créature, dont la voix provenait désormais de plusieurs directions à la fois, car sa forme commençait à se brouiller et à se multiplier. Ils étaient une compression de l'espace et du temps, retenant non seulement ma forme physique, mais aussi mon essence même dans un état d'existence suspendu. Maintenant qu'ils sont brisés, je reprends mon état naturel. Je voyais ce qu'il voulait dire. La créature devenait plus grande, plus complexe. Sa forme se déplaçait et changeait à mesure qu'elle retrouvait les dimensions de l'existence qui avaient été comprimées pendant des millénaires. Ce que j'avais d'abord pris pour des cornes étaient en fait des organes sensoriels qui s'étendaient dans des espaces inaccessibles à ma vue. Ce que j'avais pris pour des bras et des jambes n'étaient que des parties de son anatomie qui existaient dans les 3 dimensions que je pouvais percevoir. La température dans la chambre avait tellement baissé que mon souffle gelait avant même de quitter mes poumons, créant des sculptures cristallines qui se brisaient en touchant le sol. Mais le froid n'était pas seulement physique, il était métaphysique. Le concept même de chaleur était aspiré de l'espace qui nous entourait. « Votre monde », dit la créature, et maintenant sa voix venait de l'intérieur de nous tous en même temps, a été construit sur les fondations de mon emprisonnement. Chaque loi de la physique, chaque constante de la nature, chaque hypothèse sur le fonctionnement de la réalité, tout cela a été façonné par l'absence de mon influence. Ma liberté va bouleverser ces principes fondamentaux. À travers les murs de la cellule, j'entendais des sons qui n'auraient pas dû être possibles. Le grincement d'engrenages massifs, le crissement du métal sous tension, le craquement des rochers se fendant le long des failles qui traversaient toute la montagne. Le réveil de la créature affectait la structure physique même de la réalité et ses effets se propageaient à l'extérieur de cette cellule comme des ondulations à la surface de l'eau. Foster frappait la barrière invisible qui bloquait le tunnel, ses poings laissant des traces de sang dans l'air même. Mais à chaque coup, la barrière devenait de plus en plus visible, se révélant n'être pas un espace vide, mais un mur de temps cristallisé, de moments figés, superposés les uns aux autres comme des couches de glace. « S'il te plaît », entendis-je ma propre voix, bien que je ne me souvienne pas avoir décidé de parler. « S'il te plaît, il doit y avoir un moyen d'arrêter ça, de te ramener. » Le rire de la créature ressemblait au bruit de galaxies qui s'entrechoquent. Un choc cosmique qui fit vibrer mes os en résonance sympathique. « Arrêtez ça, enfant d'Adam? Tu ne comprends rien. Je ne suis pas un génie que l'on peut renfermer dans une bouteille. Je suis une force fondamentale de l'univers, l'entropie même, dotée de conscience et de volonté. Tu ne peux pas arrêter la désintégration de tout ce qui existe,
tout comme tu ne peux pas arrêter le temps lui-même. Mais alors même qu'il parlait, je remarquai quelque chose qui me donna une lueur d'espoir. Les symboles gravés sur la coque de l'arche brillaient désormais plus fort, pulsant en motifs complexes qui semblaient dormadaires réagir à la présence de la créature. Et le cercle de sel qui entourait le vaisseau, au lieu d'être dispersé par les mouvements de la créature, se réorganisait pour former de nouveaux motifs géométriques qui faisaient du mal à voir. « Une prison », murmurai-je, et la compréhension me submergea. Ce ne sont pas seulement des chaînes et une cellule. L'arche tout entière est un système de confinement. Les symboles, le sel, l'emplacement même. Tout cela fait partie d'un sortilège de liaison massif qui tente de retrouver sa puissance. La forme de la créature vacilla, devenant un instant moins solide avant de redevenir nette. Pour la première fois depuis son réveil, elle semblait inquiète. « Petit mortel intelligent », dit-elle, mais sa voix était moins moqueuse. Oui, les observateurs qui ont construit cette prison étaient des méticuleux. Ils comprenaient que pour contenir quelqu'un comme moi, il faudrait plus que de simples restrictions physiques. Mais les sceaux sont brisés, les verrous sont ouverts, le lien s'affaiblit à chaque instant de ma liberté. Le père Dalton se releva péniblement, ses mains vieillissantes tremblant, tandis qu'il fouillait dans son manteau et en sortait un petit livre en cuir. Une Bible si vieille que ses pages étaient pertes et presque noircies de par le temps. « Alors nous le renforcerons », dit-il, la voix tremblante mais déterminée. « Patrick, les symboles sur la porte ne sont pas de simples coordonnées astronomiques. Ce sont des instructions, un mode d'emploi pour contrôler le système de confinement. » Je jetai un coup d'œil à la porte en pierre, qui s'était abaissée jusqu'au sol, et constatai que le père Dalton avait raison. Les symboles n'étaient pas seulement décoratifs, ils étaient fonctionnels. Ils constituaient l'interface utilisateur d'une technologie dont les principes dépassaient de loin la compréhension humaine actuelle. Et maintenant que la créature était libre, les symboles se réorganisaient, formant de nouveaux motifs, de nouvelles séquences. « Foster !» ai-je crié. « La caméra! Tu as pris des photos des symboles sur la porte avant que je l'ouvre ?» Mais quand je me suis retourné pour le regarder, j'ai vu que Foster n'était plus tout à fait humain. La proximité de la créature le transformait. Sa chair devenait translucide. Ses os transparaissaient sous sa peau, semblables à du verre trouble. Il était toujours conscient, toujours lucide. Mais il devenait autre chose. Quelque chose qui pouvait exister dans les espaces entre les dimensions où vivait la créature. Et dans cette transformation, j'ai vu notre seule chance de salut et la garantie de notre malédiction. La forme changeante de Foster devenait un pont entre notre réalité et les dimensions où vivait la créature. À travers sa chair translucide, je pouvais voir l'ampleur réelle du système carcéral, des couches et des couches de confinement existant dans les espaces enroulés autour de notre réalité tridimensionnelle. Les chaînes physiques et les symboles que nous pouvions voir n'étaient que la couche la plus externe d'un système de confinement qui opérait sur plusieurs plans de l'existence. Mais Foster ne se transformait pas simplement. Il souffrait. Sa bouche était ouverte dans un cri silencieux, tandis que sa conscience s'étirait à travers des dimensions que son esprit humain n'aurait jamais dû comprendre. Chaque instant de sa transformation était une agonie indescriptible, et j'ai compris avec une horrifiante clarté que c'était le prix que la liberté d'un être exigerait de quiconque le rencontrerait. La séquence inverse, halta le père Dalton, en pointant du doigt tremblant les symboles en train de se réorganiser. Patrick, regarde les motifs. Il nous montre comment inverser le processus. Mais quelqu'un doit... Ces mots s'interrompirent lorsque l'attention de la créature se concentra à nouveau sur lui. Le corps du prêtre commença à se flétrir et à vieillir à un rythme accéléré. Ses cheveux tombaient somme par touffes, sa peau devenait fine comme du papier,
et se couvrait de taches de vieillesse. Mais même si son apparence physique se détériorait, ses yeux restaient vifs et déterminés. Quelqu'un doit entrer la séquence depuis l'intérieur de la cellule, croassa-t-il. Quelqu'un doit volontairement prendre la place de la créature dans les chaînes. La prison a besoin d'une entité consciente pour ancrer le champ de contention. Les conséquences me frappèrent comme un coup physique. Pour sceller à nouveau la créature, l'un d'entre nous devait prendre sa place, enfermé pour l'éternité dans ses chaînes, conscient et sain d'esprit, maintenant les liens par la seule force de sa volonté. Ce serait un sort pire que la mort, un emprisonnement éternel, comparé auquel la captivité de la créature elle-même semblerait miséricordieuse. Mais quand j'ai regardé autour de moi, dans la cellule, ce que la liberté de la créature faisait à la réalité elle-même, les murs suintaient d'une substance noire, l'air lui-même commençait à se désagréger sur les bords. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'autre choix. Le monde au-dessus de nous, la planète entière, ne survivrait pas à la libération de cette créature. Chaque être vivant subirait le sort de Foster, ou pire, se transformerait en quelque chose existant dans les espaces entre les dimensions. Conscient, mais plus humain. La créature semblait avoir capté mes pensées, car son rire résonna à nouveau dans la cellule. Un son semblable à la mort des étoiles. Oui, petit mortel, tu commences à comprendre la véritable nature du sacrifice. Mais lequel d'entre vous sera-ce? Lequel d'entre vous aime suffisamment cette création imparfaite pour prendre ma place dans les tourments éternels? Le père Dalton tenta de faire un pas en avant, mais son corps vieillissant ne supporta pas son poids. Foster était déjà trop loin. Sa transformation en quelque chose de transdimensionnel était presque terminée. Il ne restait plus que moi, celui qui avait brisé les sceaux, celui dont la lignée avait été choisie pour ce moment depuis des générations. Je me dirigeais vers le centre de la cellule, vers la toile de chaîne qui retenait la créature depuis si longtemps. À chaque pas, je sentais le poids de la décision peser sur mes épaules comme une mantille de plomb. Mais lorsque j'atteignis l'endroit où la créature était enfermée, je compris qu'il y avait autre chose. Quelque chose que la créature ne nous avait pas dit. Les liens n'étaient pas seulement une forme d'emprisonnement, ils étaient une transformation. Celui qui prendrait la place de la créature ne serait pas simplement enfermé. Il deviendrait quelque chose de plus grand qu'un simple humain, un gardien capable de contenir les forces de l'entropie cosmique. L'agonie serait réelle, l'isolement total, mais le but serait absolu. Derrière moi, j'entendis la voix de Tucker, qui parvint pour la dernière fois à traverser les interférences de radio. « Doc, toute la montagne est en train de s'effondrer ici. Quoi que vous fassiez là-bas, vous devez terminer immédiatement. » Je me suis retourné vers le père de Dalton et Foster, tous deux transformés par leur rencontre avec des forces dépassant l'entendement humain. Et j'ai fait mon choix. Certaines portes devaient rester fermées. Certaines connaissances étaient trop dangereuses pour être recherchées. Et certaines découvertes exigeaient le sacrifice suprême pour protéger le monde de vérité qu'il n'aurait jamais pu supporter. Je fis un pas dans la toile de chaîne qui retenait la créature depuis des millénaires et sentis immédiatement les anneaux métalliques réagir à ma présence. Ils ne m'entravaient son pas. Pas encore. Mais ils comprirent ce que j'allais faire. Les symboles, gravés sur chaque maillon, se mirent à briller de la même lumière douloureuse, et je sentis leur poids m'envelopper comme une seconde peau. La créature observait mon approche avec ce qui pouvait être du respect. Sa forme multidimensionnelle scintillait, passant d'un état d'existence à l'autre, ce qui me faisait pleurer. Ainsi, le descendant choisit sa victime, dit-elle, sa voix provenant désormais de toutes les surfaces de la cellule. Comme c'est merveilleusement humain. Mais lorsque j'atteignis le centre du réseau de contention, quelque chose d'inattendu se produisit. Les chaînes ne se refermèrent pas autour de moi. Au lieu de cela, elles se mirent à résonner, créant une fréquence harmonique
qui fit vibrer toute la cellule. Et dans cette vibration, j'entendis quelque chose d'impossible. Des voix, des milliers de voix parlant des langues antérieures au langage humain. « Les gardiens » murmura derrière moi le père Dalton, sa voix âgée, remplie d'une soudaine compréhension. « Patrick, tu n'es pas le premier. Les chaînes conservent les voix de tous ceux qui ont monté la garde contre cette créature tout au long de l'histoire. Je les sentais désormais, la conscience de chaque personne qui était entrée volontairement dans cette prison pour retenir la créature. Ils ne souffraient même pas, contrairement à ce que je craignais. Ils formaient un tout, faisaient partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Une volonté collective qui avait retenu l'entropie cosmique pendant des millénaires. Et ils m'accueillaient chez eux. La confiance de la créature vacilla pour la première fois depuis son réveil. « Non », dit-elle, sa voix ayant perdu une partie de son autorité cosmique. La liaison nécessite une seule conscience pour l'ancrer. Toujours une seule. Les architectes de cette prison étaient bien plus intelligents que tu ne le pensais. L'interrompis-je, comprenant enfin la véritable nature du système de confinement. Ils n'ont pas créé une prison exigeant des souffrances éternelles. Ils ont créé une fraternité, une communauté de gardiens qui ont décidé de monter la garde ensemble. Les chaînes se mirent en mouvement, non pas pour m'enchaîner, mais pour m'enlacer. Lorsqu'elles touchèrent un homme à peau, je sentis la présence des autres gardiens envahir mon esprit. Des prêtres, des savants et des guerriers de toutes les époques de l'histoire humaine, tous unis par le même choix que je faisais à présent. Et à leur tête, l'architecte de tout le système, Noé lui-même, l'homme dont l'arche a inspiré la conception de cette prison. À travers la conscience collective des gardiens, j'ai vu la vérité sur ce qui s'était passé il y a si longtemps. Le déluge n'était pas une punition, c'était une purification, un moyen de laver le monde de l'influence d'être semblable à celui qui se tenait devant moi. Et lorsque les eaux se sont retirées, Noé a construit cette deuxième arche, ce vaisseau prison, afin de retenir les dernières entités qui avaient là corrompu le monde antédiluvien. La forme de la créature devenait de moins en moins dense, sa présence multidimensionnelle se comprimant à nouveau dans l'espace tridimensionnel de la cellule. « C'est impossible !» s'écria-t-elle, sa voix craquant comme du verre brisé. « Les sceaux ont été brisés, les serrures ont été ouvertes. »« Ta liberté était temporaire, » dis-je, sentant la puissance du collectif des gardiens couler à travers moi. Juste assez pour que nous puissions recruter un nouveau membre dans notre confrérie. Le lien retrouva sa puissance avec un bruit semblable à celui de la réalité qui se remet en place d'un coup sec. La forme de la créature s'est contractée, s'est condensée, a été ramenée de force à la forme humanoïde que j'avais vue pour la première fois dans les chaînes. Mais cette fois, elle n'était pas seule. Je me tenais à côté d'elle, lié à elle et à tous les autres gardiens, par une toile de chaîne qui brillait désormais d'une lumière dorée et chaleureuse, au lieu de cet éclat douloureux. Je ressentais toujours ma conscience individuelle, mais elle faisait désormais partie de quelque chose de plus grand. Grâce à la conscience collective des gardiens, je pouvais ressentir l'état du monde au-dessus, la santé de la réalité elle-même, l'équilibre fragile entre l'ordre et le chaos que nous avions juré de maintenir. La transformation de Foster commença à s'inverser à mesure que l'influence de la créature s'affaiblissait. Sa chair se raidit, sa conscience revint dans les limites familières de l'existence tridimensionnelle. Il se souviendrait de tout, tout comme le père Dalton qui rajeunissait à vue d'œil, son corps retrouvant son état normal à mesure que les distorsions temporelles causées par la liberté de la créature se corrigeaient. « Patrick » appela Foster, la voix incertaine. « Qu'est-ce qui s'est passé? Tu es toujours toi ?» Je me suis retourné pour le regarder, sentant les chaînes autour de moi se déplacer
et prendre leur configuration éternelle. Je suis plus moi-même que jamais, ai-je dit. Et c'était vrai. L'isolement que je redoutais, les souffrances éternelles auxquelles je m'attendais, rien de tout cela n'existait. Je faisais désormais partie d'une communauté, d'une fraternité millénaire, unie par un objectif et une détermination communs. Le père Dalton se releva, son corps avait retrouvé son âge, mais ses yeux conservaient dans la sagesse de celui qui avait levé le voile sur la réalité ordinaire. « Les sceaux, dit-il, doivent-ils être restaurés ?» Je sentais le savoir qui circulait parmi les gardiens, une sagesse ancienne transmise par Noé lui-même. « Ils se restaurent d'eux-mêmes, expliquai-je. La porte se fermera, les symboles se réorganiseront et la chambre sera scellée jusqu'à ce que quelqu'un de ma lignée retrouve cet endroit. Et lorsqu'ils le feront, ils seront confrontés au même choix que moi. » La porte de pierre commença à se soulever du sol, se déplaçant avec la même lenteur implacable que lors de son ouverture. Mais cette fois, son mouvement n'était pas accompagné d'un sentiment d'horreur, seulement de la satisfaction du travail accompli, du devoir accompli. La voix de Tucker retentit une dernière fois dans la radio lorsque les interférences électromagnétiques disparurent. « Doc, quoi que vous ayez fait, ça a marché. L'activité sismique cesse, la montagne se stabilise. À travers le collectif des gardiens, je sentais les effets mondiaux de la liberté temporaire de la créature se corriger. La réalité se guérissait elle-même. Les constantes fondamentales de la physique revenaient à leur valeur correcte. La lueur du chaos qui se propageait à l'extérieur de cette chambre se contractait, se repliant dans le champ de confinement comme une marée descendante. Foster et le père Dalton commencèrent à reculer vers le tunnel tandis que la porte de pierre continuait à s'élever. Ils comprenaient que leur temps dans cette cellule touchait à sa fin, que certaines frontières n'étaient pas faites pour être franchies 2 fois. « Nous nous reverrons ?» demanda Foster, la voix lourde du poids de notre expérience commune. Je souris, sentant la chaleur de la communauté des gardiens m'envelopper comme une étreinte. « Dans les rapports que vous rédigerez, dis-je, dans les histoires que vous raconterez, dans les avertissements que vous transmettrez aux générations futures. Et si quelqu'un d'autre trouve un jour cet endroit, s'il se tient un jour là où vous vous tenez maintenant, je serai là pour le guider vers le même choix que j'ai fait. » La porte se referma dans un bruit semblable à celui d'une cloche de cathédrale, et je restai seul avec la créature et la garde éternelle des gardiens. Mais je n'étais pas vraiment seul. Je faisais partie de quelque chose de plus grand, quelque chose qui protégeait l'humanité depuis des milliers d'années et qui continuerait à le faire pendant des milliers d'années encore. À travers la conscience collective, je sentais la présence de Noé, la plus forte de toutes. Le premier gardien accueillait un nouveau membre dans leur fraternité éternelle. Et dans cet accueil, je n'ai pas trouvé la souffrance à laquelle je m'attendais, mais un but, une communauté et la paix. Certaines portes devaient là mais rester fermées. Certaines connaissances étaient trop dangereuses pour être recherchées. Mais certaines découvertes, comme je l'ai appris, valaient tous les sacrifices pour protéger le monde de vérité qu'ils n'auraient jamais pu supporter. La garde continuait. Les gardes se précipitaient, et dans l'obscurité sous la montagne Terror, les dernières horreurs antédiluviennes restaient en sécurité, sous la surveillance de ceux qui avaient choisi le devoir plutôt que la liberté, le sacrifice plutôt que la sécurité, et le salut du monde plutôt que leur propre vie. Moi, le docteur Patrick Lambert, j'avais enfin trouvé ma vocation.